Religion pacifiste, le bouddhisme prône la bonté et la sagesse. Mais en Birmanie, la réalité est bien différente. Si le pays a pu venir à bout de la dictature, c'est notamment grâce à l'engagement des moines. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux s'en prennent violemment à la minorité musulmane des Rohingyas. À commencer par le très influent moine Viratu. Il dénonce entre autres les mariages entre musulmans et femmes bouddhistes, dans le seul but, dit-il, de multiplier les enfants de l'islam. Il passerait pour un illuminé inoffensif s'il n'avait pas autant d'adeptes. Avec l'appui des politiciens nationalistes, les violences contre les musulmans se banalisent. Villages brûlés, populations déplacées, les Rohingyas comptent leurs morts. Et là, on va arrêter de rigoler parce qu'on va évoquer les Rohingyas qui seraient, selon l'ONU, la minorité la plus persécutée du monde. Les Rohingyas, qui sont les musulmans de Birmanie, dans un pays à forte majorité bouddhiste. Vous vous êtes posé la question, comment l'histoire instrumentalise-t-elle la relation entre les musulmans et les bouddhistes? Oui, c'est ça. On va commencer le 24 février 1826, quand est signé un traité, le traité de Yandabo, qui met fin à plusieurs années de guerre, des guerres entre les Indes britanniques et puis la Birmanie. Alors bon, les Anglais, eux, étendent leur influence. Puis les Birmans, ils perdent un petit bout de leur territoire. Mais surtout, pendant cette guerre, les Anglais mettent en œuvre une pratique, une stratégie, mais qui a fait vraiment toutes ses preuves, diviser pour mieux régner. Ils s'appuient sur la minorité musulmane. Donc vous imaginez comment les bouddhistes birmans regardent d'un mauvais œil ces musulmans. Et plus d'un siècle s'écoule, les Anglais tiennent bien la situation, mais éclate la Seconde Guerre mondiale. Alors à ce moment-là, de nouveau, les musulmans se mettent du côté des Anglais. Les Birmans, eux, sont plutôt du côté des Japonais, parce que les Japonais se présentent comme les libérateurs. C'est ceux qui vont débarrasser toute l'Asie du Sud-Est de l'emprise de l'Empire britannique. Et commence à ce moment-là une incroyable guerre mémorielle. D'un côté, vous avez cette minorité musulmane persécutée qui veut montrer qu'elle est là depuis très longtemps. Donc ils imposent un nom, les Rohingyas, et ils montrent qu'ils sont les descendants de marchands qui viennent du Portugal, qui sont bengalis, qui viennent de partout, mais ici depuis au moins le XIVe siècle. De l'autre côté, non, disent les bouddhistes birmans, ils disent mais pas du tout. Et écoutez bien, ils relisent l'histoire à leur manière, ils disent mais non, ils sont arrivés là avec les Anglais en 1820. Et tout logiquement, ce sont des étrangers. C'est pourquoi les Rohingyas, cette minorité musulmane, est considérée comme apatride. C'est un statut qu'ils conservent aujourd'hui encore. Donc vous voyez comment l'histoire est manipulable à merci, et dans ce cas-là, vraiment sans merci. Il faut savoir que depuis juin, cette communauté, donc la communauté des Rohingyas, subit donc un génocide, un massacre établi par la junte militaire et également par la communauté de confession bouddhiste. Ce qui est malheureux, c'est qu'on en parle très peu. Que c'est absolument pas médiatisé en France. J'imagine qu'il y a des raisons à l'échelle économique, compte tenu du fait que la Birmanie commence à s'ouvrir sur l'économie internationale. Et c'est vrai que Aung San Suu Kyi est l'ambassadrice de ce pays. Donc ça, c'est assez déplorable de la France de ne pas dénoncer ce massacre. Mais la question de la citoyenneté des Rohingyas posait aussi problème à Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix. À la sortie de l'hémicycle, la dame semble bien plus disposée à répondre aux journalistes. Nous tentons à nouveau notre chance. Madame Suu Kyi, que pensez-vous de la situation des Rohingyas ? Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler.
Madame Suu Kyi, que pensez-vous de la situation des Rohingyas dans ce pays? C'est une question bien trop complexe pour y répondre comme ça en passant. Ces jeunes moines représentent l'avenir du bouddhisme extrémiste en Birmanie. Ils sont inscrits à une école liée à Mabata, un mouvement nationaliste qui dit défendre la patrie contre les envahisseurs. Officiellement dissous par le gouvernement, il reste puissant et revendique 10 millions de membres. Un des professeurs nous interpelle. Alors que l'armée mène une répression féroce dans l'état d'Arakan contre la minorité Rohingya, ce moine cite l'exemple d'un personnage français bien connu, Napoléon. Le plus important, c'est que les gens braves sortent de leur silence. La France, mieux que quiconque, connaît les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Vous aussi, en France, vous avez beaucoup d'immigrés sur votre territoire, des gens qui viennent surtout du Moyen-Orient et qui vous posent beaucoup de problèmes. Mabata enseigne qu'il faut défendre à tout prix une Birmanie bouddhiste, quitte à utiliser la violence. Les Rohingyas musulmans, eux, seraient des émigrés illégaux du Bangladesh qui doivent rentrer chez eux, même s'ils vivent pour certains depuis des générations sur le territoire. Nous faisons face à une nouvelle forme de colonisation. L'ethnie bouddhiste des Arakanais est en train de devenir une minorité dans son propre État. Dans leur famille, les femmes donnent en moyenne naissance à 4 enfants. Mais les musulmans, Rohingyas, eux, ont plusieurs femmes et beaucoup plus d'enfants. On a un proverbe qui dit « Si vous acculez un chien dans un coin et que vous le battez, le chien vous mordra ». Le pouvoir birman a verrouillé la zone des combats. Seules des images amateurs comme celle-ci, qui nous ont été envoyées par des Rohingyas, montrent l'étendue des dégâts. L'armée répète que ce sont les musulmans eux-mêmes qui brûlent leurs maisons. Des centaines de milliers de civils issus de cette minorité persécutée ont fui vers le Bangladesh voisin. La plupart des Birmans soutiennent les militaires, qui disent traquer des terroristes. À travers le pays, des groupes attisent la haine contre les Rohingyas. Cet homme est un des idéologues du mouvement. Il dirigeait le journal de Mabata jusqu'à ce que le gouvernement interdise la publication. On critiquait en toute objectivité les Rohingyas et ces terroristes bengalis. On critiquait la faiblesse du gouvernement d'Aung San Suu Kyi et aussi celle du Parlement. Alors c'est sûr, ils n'ont pas dû apprécier. Ces lettres à la prix Nobel de la paix sont restées sans réponse. Il ne porte pas Aung San Suu Kyi dans son cœur et se laisse aller à quelques confidences. Alors que notre caméra filme son bureau, il va parler de ses liens avec les hauts gradés de l'armée. Le général Min Aung Hlaing, commandant en chef de l'armée, accusé par certains de mener une campagne d'épuration ethnique visant les Rohingyas. Chez ces Rohingyas, ces Bengalis, il y a de nombreux civils qui attaquent les Birmans. Eux aussi participent au terrorisme. Donc moi, je ne ressens pas de tristesse quand je vois que ces terroristes sont en train de se faire tuer. Il assiste à tous les rassemblements d'un personnage sulfureux, Uviratou, surnommé par ses détracteurs le Ben Laden birman. Désavoué par les autorités bouddhistes pour ses propos extrémistes, on lui interdit de s'adresser aux foules. Mais dès que la crise des Rohingyas a éclaté, il est sorti de son silence pour réclamer, comme l'armée, la mise en place d'un état d'urgence dans l'Arakan. Ici, les Rohingyas et les humanitaires sont détestés. Des ONG coupables à leurs yeux d'aider les Rohingyas contre la nation. Les discours ultranationalistes et anti-Rohingyas d'Uviratou trouvent un écho fort au sein de la population, aux grandes dames de Jiao Min. Dans les bureaux de cette figure Rohingya trônent des portraits du père d'Aung San Suu Kyi, le héros de l'indépendance birmane. Cet ancien député était un fidèle allié de la prix Nobel de la paix, passant 7 années derrière les barreaux, à l'époque où, ensemble, ils osaient s'opposer à la junte militaire.
Ces derniers temps, il n'a quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Il a peur que la police vienne l'arrêter, il pèse donc chacun de ses mots quand il parle de la souffrance de ses frères Rohingyas d'Arakan. Comment peuvent-ils ignorer ce qui se passe dans l'Arakan? Pourtant, je pense qu'Aung San Suu Kyi sait très bien ce qui est en train d'avoir lieu. Imaginer un avenir meilleur pour les Rohingyas, c'est devenu impossible. Pas tant que les autorités birmanes ne changeront pas leur politique. Pas tant que la communauté internationale ne viendra pas au secours de la communauté Rohingya. Les bouddhistes nationalistes sont accusés de prêter main forte à la police et à l'armée dans les violences qui déchirent l'État d'Arakan. Aung San Suu Kyi, elle, se refuse à condamner ces militaires qui n'ont aucun compte à lui rendre. Pourtant, l'icône birmane et dirigeante de facto avait promis de défendre les droits des minorités et des Rohingyas. With regard to violence, I object to violence committed by anybody against anybody. It does not matter whether the violence is committed by Buddhists or by Muslims or by Christians. I object to it entirely. I've always been against violence, especially in politics. And I'm sorry that our people are not able to settle their differences across the table by talking to one another rather than by resorting to violence. I've said this very clearly, that any violation of human rights and any acts of violence are inimical to a united and peaceful society, and I stand by that. Today we look at the recent violence in Rakhine State that has caused so much suffering, and we see the danger of continued tensions there. For too long, the people of this state, including ethnic Rakhine, have faced crushing poverty and persecution. But there's no excuse for violence against innocent people. And the Rohingya hold within themselves the same dignity as you do and I do. Je suis avec Bernard Kouchner. Bonsoir, monsieur Kouchner. Bonsoir. Décidément, on a toujours besoin de vous pour réveiller les consciences. Qu'est-ce qui se passe en Birmanie aujourd'hui? On cherche nos mots, mais les Nations Unies nous suggèrent qu'il s'agit d'une épuration ethnique. Oui, c'est un mot faible. Il s'agit d'une tuerie avec épuration ethnique. Et Mme Aung San Suu Kyi se tait. Et on vient d'apprendre qu'elle n'ira pas aux Nations Unies. Je la comprends parce que l'unanimité se prendrait contre elle. Et vous savez, c'est pas parce qu'on a le prix Nobel qu'on est un exemple de pureté ou qu'on n'a pas quelqu'un de victime en victime qui est pire que soi. Elle était persécutée par les Birmans, par les généraux. Elle persécute les musulmans sur son territoire. Vous le dites ce soir, elle persécute. Les mots sont lourds et durs. Elle est chef de la majorité. Avec la Ligue démocratique, elle a remporté les élections. Au Parlement, elle a une large majorité. Et elle est Premier ministre. Donc, que voulez-vous? Bien sûr qu'elle est responsable. De toute façon, rien que se taire pour ce qu'on pensait, l'image qu'on avait d'Aung San Suu Kyi, c'est absolument intolérable. Elle est forcément responsable. Elle se dérobe, elle dit qu'il ne se passe rien, alors que moi je suis allé la voir, Aung San Suu Kyi plusieurs fois, je suis allé en Birmanie plusieurs fois. Tout le monde savait que les Rohingyas, c'est-à-dire les musulmans, qui sont le long de la côte vers le Bangladesh et qui sont persécutés en permanence, que ces gens-là souffraient. Aung San Suu Kyi a peut-être autre chose à faire à ce moment-là, mais maintenant elle est la responsable politique, et c'est intolérable. Alors je ne sais pas si on enlève les prix Nobel d'ailleurs. On ne les enlève pas, on ne peut pas les enlever. Les prix Nobel sont remis à vie. Écoutez, il faut les remettre en question, en tout cas au niveau de la pureté, au niveau de la morale. En tout cas, elle ne dit rien, et avec la réputation qu'elle a, elle pourrait le dire. Ça prouve peut-être, c'est très gentil pour elle, qu'elle n'a pas le pouvoir, et ce sont toujours les généraux qui l'exercent, mais malheureusement, je crains qu'elle ait le pouvoir et qu'elle se contente. Vous savez, les bouddhistes, ils sont pas moins racistes que les autres. D'ailleurs, ils se parlent même pas entre eux avec les trois tendances du bouddhisme. J'avais été très surpris. Et le Dalai Lama vient de parler. J'aime beaucoup le Dalai Lama. Il parle sans ambiguïté, le Dalai Lama. On est d'accord. Oui, il parle sans ambiguïté, mais quand on lui propose de rencontrer les autres
j'allais dire tribu, pardonnez-moi, mais les autres groupes bouddhistes, il n'est pas très chaud. Oui, j'aime beaucoup le Dalai Lama, il demande à Aung San Suu Kyi avec beaucoup de précautions qu'elle rétablisse la paix, elle ne le fera pas. Il y a des gens qui disent que, Monsieur Kouchner, il y a des gens qui disent que Aung San Suu Kyi ne le fait pas parce que la démocratie est tellement fragile en Birmanie que ça serait affaiblir l'armée, peut entraîner un retour en arrière et un retour à la junte militaire et la fin de la démocratie. C'est scandaleux de dire ça. Ça veut dire que pour établir la démocratie, il faut massacrer toute une population. Voyons, qui peut croire ça? En plus, elle dit elle-même que ces gens ne sont pas chez eux, qui sont venus au cours des dizaines d'années qui se sont écoulées. Ce sont des musulmans qui sont venus du Nord, c'est-à-dire du Bangladesh en réalité. Et vous vous rendez compte que 313 000 sont passés dans les derniers jours à la frontière, établis dans des camps, sont passés au Bangladesh. Tout ça est intolérable. Et c'est pas parce qu'elle a eu le prix Nobel, et c'est pas parce que je la croyais mon amie d'ailleurs, il faut la pardonner. On ne peut pas pardonner un tel crime absolu. Et puis c'est du racisme. Enfin, en tout cas, c'est une guerre de religion. Bon, en tout cas, avec une espèce de fondement de haine religieuse qui est intolérable. Et vous savez, j'avais constaté aussi que, mais par exemple au Cambodge, faut pas croire que les bouddhistes sont tous bons et gentils et doux. C'est pas vrai. D'ailleurs, je me demande qui est bon, gentil et doux dans ce pays. J'allais vous poser cette question. C'est une réflexion presque plus philosophique que nous pourrions avoir pour terminer cette interview, Bernard Kouchner. Mais à force de fabriquer des héros, de les parer de toutes les vertus, au fond, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de héros et que les gens ont leur face A et puis leur face B. Et Aung San Suu Kyi a sa face A qu'on nous a joué jusqu'à maintenant. Et puis voici la face B. Oh, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, elle était persécutée par des généraux birmans, bouddhistes aussi. Celui qui était célèbre, c'est son papa, c'est le général qui a fait l'indépendance de la Birmanie. Elle était considérée par ces hommes... On vous entend mal, Bernard Kouchner, parlez bien dans votre téléphone. Oui, ben je parle à la cantonne, je parle au monde, monsieur. Ah oui, d'accord, oui. Ben, parlez pile devant le micro de votre téléphone, ça nous aidera. Et je dirais qu'il faut absolument pas accepter ça. Il faut réagir par quelques moyens qu'on puisse le faire pour que ça s'arrête. Elle va vider en réalité le long de la côte. Déjà, les mosquées étaient attaquées, déjà les villages étaient brûlés, les hommes souffraient. Alors, il y a eu une petite révolte des Rohingyas, mais rien du tout. Ils ont attaqué des commissariats. Je ne dis pas que c'était bien, mais enfin, ils souffrent depuis des années et des années. À chaque fois que je suis allé en Birmanie, j'ai essayé de me renseigner sur ce sort et d'aller les voir. Ce sont des gens que l'on considère comme des pestiférés. Et ça, Aung San Suu Kyi aussi, malheureusement, comme elle ne le dénonce pas, elle en est complice. Merci. Attendu comme le Messie, accueilli telle une célébrité, le moine Viratu entre en scène. Ce soir, ils sont des centaines à se prosterner à ses pieds. Dans ce village du nord du pays, le peuple des campagnes vient écouter la parole du maître. Vous connaissez le mouvement 969 ? Qu'est-ce que ce groupe protège ? C'est un groupe qui protège la race et la religion. Le mouvement 969, le bouddhisme au service de la xénophobie, dirigé par U Viratu, prédicateur vedette. Ce moine a fait de la haine des musulmans son fonds de commerce. Il y a des jeunes femmes birmanes qui ont des problèmes avec les musulmans. C'est pas vrai ? Notre mission est de protéger ces femmes qui se sont fait abuser puis abandonner par ces métèques. Comme celles qui se sont fait violer. La moine U Viratu milite en faveur d'une loi
contre les unions entre bouddhistes et musulmans. Son mouvement est soutenu par le régime. Le gouvernement joue sur la peur de l'étranger pour se maintenir au pouvoir. Connaissez-vous cette loi qui nous protège? Même les enfants du premier rang la connaissent, n'est-ce pas? Cette loi est vitale, vous savez. Vous ne pensez pas que le gouvernement doit l'instaurer? Le gouvernement doit en faire une priorité. On va chanter maintenant. La loi qui protège la race et la religion est indispensable. Supportons la loi qui protège la race et la religion. Le moine Viratu est devenu un symbole. Le visage de la haine. Ses discours l'ont fait connaître bien au-delà des frontières du pays. Mon père, est-ce vrai qu'on vous surnomme le Ben Laden birman? Ce sont les journalistes qui m'appellent comme ça. Mais sur Internet, vous verrez qu'on m'a donné aussi d'autres surnoms. On m'appelle parfois le néo-nazi, le nazi chauve, et même le Ben Laden birman, c'est vrai. Mais vous savez, je me suis déjà exprimé là-dessus dans les journaux. Aux yeux de nombreux Birmans, ce prédicateur raciste est le premier défenseur de la religion, le meilleur garant de l'identité nationale. Il est à la tête d'une organisation devenue en quelques années une véritable force politique. Un mouvement proche du pouvoir qui organise des manifestations au slogan sans équivoque. Les étrangers, ce sont surtout les Rohingyas, la bête noire du mouvement 969. Cette minorité musulmane de l'Est du pays est la première victime d'une poussée xénophobe sans précédent. Selon les Nations Unies, elle est l'ethnie la plus persécutée au monde. En 2012, des violences intercommunautaires mettent l'État d'Arakan à feu et à sang. Des dizaines de villages musulmans sont incendiés. Les émeutes font des centaines de morts chez les Rohingyas. Déchus de leur nationalité birmane, chassés de leurs terres, spoliés de leurs biens. Plus de 100 000 d'entre eux sont déplacés, parqués dans des camps. Ils y vivent toujours aujourd'hui. Étrangers, dans leur propre pays. Leur seul lien avec l'extérieur, c'est cette cabane de bambou, le café internet du camp. À longueur de journée, les femmes viennent aux nouvelles d'un mari, d'un fils, d'un cousin. Car les hommes prennent souvent les premiers la route de l'exil, vers la Thaïlande ou la Malaisie. Expert en télécommunications, le patron des lieux est l'homme à qui l'on confie sa vie. Un numéro de téléphone écrit à la hâte sur un morceau de papier. Il est rarement porteur de bonnes nouvelles. Allô? Je vais vous envoyer $300. Que pouvez-vous faire pour mon mari? Je ne sais pas à qui donner l'argent. Je vais vendre mes rations alimentaires. Au téléphone, un trafiquant. Passez-moi mon mari, s'il vous plaît. Depuis qu'il a fui le pays en bateau, son mari est retenu en otage par ses passeurs, quelque part sur la frontière malaise. Je vous en prie. Je veux juste lui dire un mot. Je vous promets, je vous donnerai tout ce que j'ai. Je veux juste que vous libériez mon mari. Tout ce que j'ai collecté, tout ce que j'aurai vendu, tout mon argent sera pour vous. Je vous en prie, libérez mon mari. Sukina n'est pas un cas isolé. La plupart des Rohingyas qui choisissent l'exil finissent entre les mains de réseaux mafieux qui rackettent leur famille. Avant, quand j'appelais mon mari, il le frappait et il me le faisait écouter au téléphone. Ils m'ont dit que si je ne payais pas, ils allaient le tuer. Alors j'ai supplié qu'ils ne le tuent pas, que je leur donnerais tout ce que je possède. Ils m'ont dit de donner l'argent à un certain Abdirahman. Quand il aura été payé, mon mari pourra travailler pour lui et racheter sa liberté.
Nous n'avons pas le droit de sortir d'ici. On vit comme des volailles, enfermés dans un poulailler. La jeune femme vit dans ce camp depuis bientôt 3 ans. Depuis que des émeutiers bouddhistes ont brûlé son village, Nazir, et massacré des centaines de Rohingyas. Elle élève seule ses 5 enfants. Avant les violences, on vivait les uns avec les autres, avec les bouddhistes. On travaillait, on s'amusait. Il n'y avait pas de problème entre nous. Il faudrait leur demander à eux, mais moi je ne sais pas si on pourra à nouveau vivre ensemble. Et vous? Vous vous considérez encore birmane? Mon mari est né en Birmanie. Moi aussi je suis née ici. Alors oui, nous sommes birmans. Sukina a beau être birmane, elle est Rohingya, de confession musulmane. Une étrangère aux yeux des nationalistes. De l'autre côté du pays, Mandalay, la deuxième ville de Birmanie. Tous les matins, ce sont les moines en procession qui réveillent bien avant l'aube la cité aux 1000 pagodes. Réputée calme et paisible, la capitale culturelle de Birmanie a elle aussi connu des violences interreligieuses. Attisée par une minorité de moines extrémistes, à la solde du Ben Laden birman. C'est depuis ce monastère que le religieux tient ses discours de haine envers les musulmans. Le moine nous reçoit dans la bibliothèque de la communauté. Venez, asseyez-vous. L'interview sera enregistrée par son service de communication. Il veut pas que j'utilise mon flash. Mon novice n'aime pas que je donne des interviews aux médias occidentaux. Parce que la plupart du temps, vous déformez mes propos. Il n'aime vraiment pas ça. Nous informons les gens grâce à Facebook. Et par exemple, je leur explique que partout où il y a des métèques, il y a des viols. La principale menace qui pèse sur nous, c'est que tous les musulmans se marient avec de nombreuses femmes et font beaucoup d'enfants. Tout simplement car ils veulent devenir la majorité en Birmanie. S'ils sont trop nombreux, ils deviendront comme l'État islamique. C'est pour cela que je dois protéger ce pays. Du côté du gouvernement, ils ont pris la bonne décision. Ils n'utilisent plus le mot Rohingya. Ils disent que ce sont des immigrants illégaux. Ils les ont mis dans des camps et ils seraient même prêts à les renvoyer dans un autre pays. Le gouvernement fait du bon travail et le peuple soutient le gouvernement. En plus d'être un patriote zélé à la solde du pouvoir, le moine fait la police à Mandalay et dans les environs. Plusieurs fois par semaine, il troque la robe safran pour celle du procureur et reçoit dans son bureau de prétendues victimes de l'islam. Les murs sont tapissés de ses portraits. L'influence de l'abbé mégalomane repose aussi sur le culte de sa personnalité. Alors, vous êtes de quelle race? Je suis birmane. Je suis birmane. Cette femme bouddhiste est mariée à un musulman. Pourquoi êtes-vous venu me voir? Que puis-je faire pour vous? Je suis là aujourd'hui parce que je veux divorcer. Divorcer officiellement. Et votre religion? Je suis toujours bouddhiste, mais mon mari essaye de me convertir. Votre mari vous laisse-t-il prier? Quand je prie Bouddha, mon mari n'est pas content. Au début du mariage, il ne m'a pas demandé de retirer les portraits de Bouddha à la maison, mais petit à petit, il a voulu que je les enlève et aujourd'hui, je n'ai même plus d'autel pour prier. Il me demande aussi de porter le voile, mais je ne le fais pas. Et sa mère? Est-ce que sa mère est une métèque?
Oui. Vous connaissez le nom de famille de ces métèques? Le nom de sa mère est Diamimo. Vous pouvez répéter? Diamimo. Ah oui, c'est des métèques, ça. 5 minutes montre en main et l'enquête est bouclée. Le greffier a tout noté. Ouviratu peut désormais jouer de ses contacts. Il téléphone immédiatement à ses amis de la police. Je voudrais parler à un officier. Je vais vous envoyer 2 femmes. Oui, mon père. Je compte sur vous pour mener l'enquête, hein. Très bien, mon père. Et après ça, vous me ferez un rapport. Oui, mon père. Ok, parfait. C'est parfait. On va les envoyer au commissariat. Vous irez au poste de police, près du monastère. Mais vous passerez d'abord au bureau du mouvement 969. Ils vous accompagneront. Au bureau de notre mouvement, ils vont enquêter sur ce cas, comme je l'ai fait moi-même à l'instant. On a un avocat, on fait des rapports pour ensuite les envoyer au tribunal. Si on ne s'occupe pas de ces petites affaires, ça peut devenir grave. Ça peut dégénérer en violence. Ces femmes ont trouvé chez Ouviratu bien plus qu'une oreille attentive. Elles iront sans doute grossir les rangs du mouvement 969. Le moine extrémiste assoit ainsi son emprise sur la société birmane, sans que personne ou presque n'y trouve à redire. En Birmanie, la religion est taboue. Critiquer publiquement un bonze peut conduire en prison. Cette femme en a fait l'amère expérience. Son mari est incarcéré depuis 6 mois pour s'être attaqué au plus célèbre des moines nationalistes. Très pieuse, So Sandar se rend chaque semaine à la Shwedagon, la grande pagode de Rangoon. Pourquoi vous venez ici? Aujourd'hui, je suis là avec mon groupe de prière pour me recueillir. Comme tous les jeudis, je prie pour mon mari. Et pourquoi devez-vous prier pour lui? Parce qu'il a été injustement accusé d'avoir blasphémé. C'est là, c'est son hôtel. Là, je rafraîchis le Bouddha du jeudi. C'est le jour de naissance de mon mari. En ce moment, la religion est une question très sensible. La plupart des gens n'osent pas en parler. Les propos de mon mari visaient à protéger le bouddhisme. Il craint que si l'extrémisme religieux et nationaliste continue à se développer, le véritable bouddhisme ne disparaisse, que tout ça ne finisse en violence. C'était justement son propos. Oh mon Dieu, mon mari te sert et te respecte. Il n'a jamais voulu insulter la religion. Il a simplement prononcé ce discours par crainte qu'on porte atteinte à Bouddha. C'est un vœu noble. Alors faites qu'il soit libéré, mon Dieu. Faites que tous les prisonniers politiques comme lui soient bientôt libres. Bouddha n'a pas de nationalité. On vénère simplement ses enseignements. On honore ce Dieu en respectant sa parole. Tout ce qui compte, c'est l'amour du prochain. Le nationalisme n'a rien à voir avec le bouddhisme. Pour avoir rappelé cette évidence lors d'une réunion publique, son mari risque de passer des années en prison. Allez, on y va ? L'homme est incarcéré dans la maison d'arrêt de son village. Alors 1 à 2 fois par mois, So Sandar peut lui rendre visite. L'occasion de lui apporter de quoi améliorer son ordinaire de prisonnier. Tin Lin Hu, c'est cet homme, un intellectuel engagé en politique. Ah, tu es en retard, chérie. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vraiment compté les secondes avant de te retrouver. Vraiment compté chaque seconde. Il y a encore 6 mois, Tin Lin Hu était le porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi. Merci les gars, c'est vraiment sympa de me faire prendre l'air. Ça fait 1 semaine que j'ai pas lu un journal.
Dans ce pays, ça fait des siècles que des communautés, des ethnies, des religions différentes vivent ensemble en paix. Ça fait plus de 300 ans que c'est comme ça. Alors comment expliquer toutes ces tensions? Pour moi, c'est évident. Ce sont tous ces discours de haine qui ont déclenché ces violences. C'est bon? On peut y aller? Le juge a donné son accord. Le prisonnier va passer une demi-heure en compagnie de ses proches. Il est conduit sous bonne escorte au commissariat et peut enfin savourer le repas préparé par sa femme. Menacé d'une lourde condamnation, Tin Lin Hu devrait se taire. Mais l'écrivain ne peut s'empêcher de transformer ce moment d'intimité en tribune politique. Dans ce pays, le gouvernement a toujours utilisé la religion comme une arme. Ils tentent des pièges en se servant du bouddhisme, des problèmes sociaux ou du droit de vote des étrangers. La religion est devenue un terrain miné. Il y a un certain moine, connu dans le monde entier. Vous voyez de qui je veux parler. Ce moine fait des discours qui vont à l'encontre des enseignements du Bouddha. La question est, pourquoi les politiques ne font rien contre lui? La réponse est simple, ce moine est l'arme secrète du gouvernement. L'intellectuel persiste et signe. L'accusation est grave, elle pourrait lui coûter 4 ans de prison. Le moine Uviratou serait devenu intouchable. Pour tenter de comprendre en quoi le nationalisme religieux sert les intérêts du pouvoir, il faut se rendre à Naypyidaw, la capitale politique du pays. Fantasme sécuritaire de l'ancien dictateur et de son astrologue, la cité sortie de terre en quelques années a des allures de ville fantôme. C'est encore au Parlement que l'on trouve le plus d'activité. Civils et militaires vont bientôt y débattre du mariage interreligieux, comme du vote des étrangers. Des thèmes censés flatter le sentiment nationaliste et exclure un peu plus la minorité musulmane des Rohingyas. Sur cette question, Aung San Suu Kyi, la plus charismatique des députés birmanes, ne s'est encore jamais exprimée. Madame Suu Kyi, pensez-vous que les droits de l'homme sont respectés pour la minorité Rohingya? Non, ne filmez pas. Non, vous ne pouvez pas filmer. Non. Le sujet est sensible. Le prix Nobel de la paix a vraisemblablement d'autres priorités pour l'instant. La seule personne qui accepte de dénoncer ce problème, c'est un député du parti au pouvoir. Que pensez-vous de la situation des Rohingyas dans ce pays, monsieur? Ah là, je suis pressé, il faut que j'y aille. La question le met mal à l'aise, mais le touche de près. Lui-même est issu de cette minorité. Je dirais simplement que les droits de l'homme ne sont pas respectés pour ces gens. Leur situation est très mauvaise. Le gouvernement devrait les laisser retourner chez eux, leur rendre leurs terres. Il devrait aussi leur rendre leur carte d'identité au plus vite. Car ces gens vivent ici depuis des siècles. Mais maintenant, on les traite d'étrangers, pour des raisons et des calculs politiques. Mais certains parlent de génocide. Vous êtes d'accord avec ce terme? Non, je ne peux pas répondre à cette question. Sans commentaire. Depuis qu'ils sont rassemblés dans des camps, presque tous les Rohingyas ont été déchus de leur nationalité birmane. Le risque d'épuration ethnique est bien réel, mais la question n'est toujours pas à l'ordre du jour de l'Assemblée. À la sortie de l'hémicycle, la dame semble bien plus disposée à répondre aux journalistes. Nous tentons à nouveau notre chance. Madame Suu Kyi, que pensez-vous de la situation des Rohingyas? Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler.
Madame Suu que pensez-vous de la situation des Rohingyas dans ce pays? C'est une question bien trop complexe pour y répondre comme ça en passant. La chef de file de l'opposition ne répondra jamais à nos demandes d'interview. À quelques mois des élections législatives, son parti n'a toujours pas de position officielle quant à l'avenir des Rohingyas. Ceux qui en ont les moyens continuent à fuir. Par la mer. Il serait déjà 100 000 à avoir quitté le pays. Vous savez, on est comme en prison ici. On n'a plus de quoi nourrir nos mères, nos sœurs, nos filles. On a peur de partir, bien sûr. Mais le gouvernement est si cruel. Il est si cruel avec les Rohingyas, si cruel avec nous, les musulmans. Vous voyez là, c'est d'ici que les bateaux partent pour la Malaisie. C'est d'ici que je partirai, moi aussi, dès que j'aurai assez d'argent pour payer les passeurs et la police. À bord de l'un de ces bateaux, Nur Salam va lui aussi mettre sa vie entre les mains des trafiquants de clandestins. Comme 2 de ses enfants, il a choisi l'exil et s'apprête à fuir la Birmanie, son pays. Ces hommes et ces femmes ont fui la Birmanie pour s'entasser dans des camps perdus au sud-est du Bangladesh. Nous sommes venus les rencontrer clandestinement. Ce sont des Rohingyas, un peuple condamné à l'exode. « 18 septembre 2012, dans la grande banlieue de Rangoon. Ils sont tous là, la fine fleur de la dissidence birmane, pour une commémoration solennelle. Ce jour-là, on célèbre le 5e anniversaire de la révolution de Safran, la dernière révolte des moines réprimée dans le sang. Mais ces héros du combat pro-démocratique birman ont désormais un nouvel ennemi, une ethnie tout entière, les musulmans Rohingyas, pris dans la tourmente des violences qui agitent depuis plusieurs mois l'état lointain de l'Arakan. Un vent mauvais de xénophobie souffle sur le pays. On n'aime pas les Rohingyas. Ce ne sont que des immigrés, des étrangers. Ils n'ont rien à faire dans l'Arakan. Ils ne sont pas birmans. Et vous, que pensez-vous des Rohingyas? Ce sont des menteurs, ils ont mis le feu aux poudres. Ils ont attaqué les bouddhistes et maintenant ils veulent passer pour des martyrs. Il n'y a qu'une solution, qu'ils quittent le pays. Tout a commencé en juin dernier. Un fait divers qui a embrasé tout l'état d'Arakan. Un violent conflit civil mettant dos à dos bouddhistes et musulmans. La majorité contre une minorité. Et la haine aujourd'hui est unanime, ou presque. Elle s'est répandue dans toute la Birmanie et dans tous les milieux. Même U Win Tin, le doyen des dissidents et compagnon de la première heure d'Aung San Suu Kyi, n'est pas en reste, lui non plus. Ils parlent une langue qui n'est pas la nôtre. Ils appartiennent à une race qui n'est pas non plus la nôtre. Même leur visage n'a rien à voir avec le nôtre et en plus ils pratiquent une religion différente. Donc la solution pour l'instant, même provisoirement, c'est de mettre les Rohingyas dans des camps, dans tout l'Arakan. C'est le seul moyen, il faut séparer ces deux communautés, sinon on ne sortira pas des violences. Les derniers mois d'ouverture en Birmanie ont été accompagnés d'une vaste émancipation de la presse. Mais là encore, contre toute attente, les médias birmans se sont fait le relais des diatribes anti-Rohingyas. À l'image du puissant groupe Eleven Media, censé incarner l'avenir et la modernité du journalisme dans le pays. Vous, les médias étrangers, vous n'arrêtez pas de répéter que des bouddhistes ont lynché une dizaine de Rohingyas qui étaient dans un bus. Mais vous n'expliquez jamais la vraie cause de toute cette violence. Ce sont les Rohingyas qui ont commencé. Ils ont violé une bouddhiste tout de même. Et puis vous savez, la vérité, c'est que ce sont ces Rohingyas qui ont eux-mêmes mis le feu à leur maison avant de s'enfuir pour que l'incendie se propage et que les maisons bouddhistes flambent elles aussi. Voilà ce qu'il reste d'une des grandes villes de l'Arakan. Ce film amateur montre tout ce que l'on peut voir de cet état, sous couvre-feu, fermé au monde depuis des semaines.
Mais que se passe-t-il vraiment dans cette région reculée de l'ouest birman? Pour le savoir, il faut se rendre à l'extrême sud du Bangladesh, sur les rives de la grande rivière Naf, qui se jette dans la baie du Bengale, frontière naturelle avec la Birmanie et l'État d'Arakan. C'est ici que des dizaines de milliers d'entre eux sont réfugiés, grossissant encore un peu plus le nombre d'exilés qui ont préféré fuir au fil des années. Mais personne ne veut des Rohingyas. Ils sont au moins 1 million et apatrides, sans terre ni avenir. Jamal fait partie des réseaux clandestins Rohingyas. Selon lui, l'exode continue, mais les forces de sécurité birmanes et bangladaises font tout pour l'empêcher. Là, ce sont les villages de Chweza et Ayongali. Toute cette zone, c'est le district de Mongdo, juste en face. Dans ces villages, les Rohingyas ont interdiction de sortir de leur maison entre 18h et 6h du matin. Du coup, ils sont des milliers à souffrir, à mourir de faim, sans aucune aide médicale, sans rien. Oui, la frontière est totalement verrouillée. Du côté birman, on ne veut pas que les témoignages sortent et au Bangladesh, on refoule les réfugiés. Mais le réseau de Jamal organise des passages clandestins. Nous allons découvrir une famille qui vient de traverser. On n'a plus rien à manger de l'autre côté. Il y a un couvre-feu pour nous uniquement, on ne peut pas sortir. Tout le monde a peur et cherche à s'échapper. Il y a trop de violence en Birmanie. Que Dieu nous vienne en aide. Cette femme et ses 3 enfants vont vers l'inconnu. Ils sont parvenus à fuir, sains et saufs, mais comme beaucoup, ils vont se heurter à la même hostilité du côté bangladais. C'est une gangrène, ces Rohingyas. Ils arrivent par centaines, ils volent notre boulot. On n'en veut pas ici, qu'ils foutent le camp chez eux. Ils sont déjà des dizaines de milliers réfugiés au Bangladesh, la plupart dans des camps totalement interdits aux étrangers. Avec l'aide des activistes Rohingyas, nous allons tenter d'entrer dans l'un de ces camps où continuent d'affluer des rescapés de la Birmanie voisine. Il faut s'y rendre au petit matin et à pied, à travers les rizières. L'important est de contourner les checkpoints de l'armée bangladaise. Derrière cette montagne, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants. Tous sont Rohingyas. Officiellement, il n'existe pas, comme ce camp insalubre qui est illégal et temporaire. Le gouvernement du Bangladesh ne veut pas d'eux. Mais ici, pour ces rescapés, c'est un sanctuaire, la fin d'une longue route à travers l'enfer. Ça fait 1 mois que je survis. Je me suis enfui de mon village pour me cacher dans la jungle. Puis j'ai enfin pu passer la frontière. Mais la moitié de ma famille a été tuée. C'est la police et l'armée. Ils organisent tout. Les réfugiés nous escortent à travers le camp. Et c'est caché au fond d'une hutte que l'on va recueillir les témoignages des derniers arrivants. Ils ont arrêté mon mari, j'ai voulu le défendre, alors ils ont essayé de me violer. Ils m'ont cassé le bras. Parmi cette population traumatisée, un nombre troublant de familles sans homme ni mari. Mon époux a été emmené par la sécurité. Je ne sais pas s'il est vivant. Je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Petit à petit, arrivent d'autres réfugiés, d'autres récits, une succession de drames. Ils ont fermé toutes les mosquées, on ne peut plus aller prier. Nous n'avons plus le droit de sortir, d'allumer un feu, c'est interdit pour nous. Et ils sont de plus en plus nombreux dans cette hutte minuscule. Nos ancêtres ont construit nos mosquées et nos villages de leurs propres mains, il y a plus de 300 ans. Maintenant, on les détruit. Je demande l'aide de la communauté internationale pour qu'on puisse prendre les armes et se battre. Que s'est-il passé? Comment la Birmanie, engagée dans un grand processus de démocratisation depuis quelques mois, peut-elle engendrer de telles violences, une telle ségrégation? La Birmanie a toujours été une mosaïque ethnique et religieuse, une coexistence parfois chaotique mais sans tabou. Pourtant, dans le quartier musulman de Rangoon, c'est désormais la chape de plomb. Il y a un sujet interdit, les Rohingyas. Non, ces histoires, ça ne me regarde pas. Je m'en mêle pas, c'est politique. Mais ce n'est pas de la politique, il s'agit de musulmans comme vous, non? Oui, comment dire, ce sont des frères musulmans. Mais je ne peux rien dire, vraiment. On le sait tous que le gouvernement est derrière. C'est vraiment trop dangereux d'en parler. Désolé. Étrange. On retrouve les mêmes réflexes que sous la dictature quand on évoquait l'opposition.
Un silence prudent et gêné. Pourtant, un homme va surgir de la foule et discrètement nous proposer de le suivre. Venez avec moi, vite. Il ne faut pas discuter comme ça en pleine rue. On y va aller. Nous allons vite comprendre. Ce jeune homme est un membre d'une organisation clandestine Rohingyas. Il faut que le message sorte de Birmanie. C'est vous qui allez aider à faire éclater la vérité au grand jour. Il faut que le monde se rende compte de ce qui se passe dans l'Arakan en ce moment. Pour cela, il va nous guider à travers la ville et nous mener à l'un de ses chefs, dont nous devons protéger l'identité. Nous pouvons prouver que nous sommes arrivés en Birmanie au début du 19e siècle. Ainsi, nous, les Rohingyas, devons être considérés comme une ethnie du pays à part entière. La vérité, c'est que nous sommes en ce moment au cœur d'un conflit ethnique qui a été déclenché par une main invisible à des fins politiques. C'est-à-dire, qui accusez-vous ? Je vais vous le dire. Le gouvernement est raciste et avec l'aide des autorités locales, ils ont tout manigancé. Les Rohingyas sont les descendants de marchands arabes venus en Asie il y a plus de 1000 ans. Ils sont présents en Birmanie depuis des siècles. Mais en 1982, une loi birmane sur la nationalité les a subitement rendus apatrides, dépourvus des droits fondamentaux, propriété, mariage, éducation. Nous avons fini par trouver une famille Rohingya, implantée à Rangoon depuis 25 ans. Des Rohingyas, oui, mais birmanisés, seule condition pour pouvoir rester. D'ailleurs, le premier réflexe du père de famille est de montrer aux visiteurs ses papiers en règle. Les nouvelles de nos proches à Arakan sont terrifiantes. Ils sont pris au piège, ils ne peuvent plus se déplacer, ni à l'intérieur de l'État, ni pour s'en échapper. Et pour nous, c'est la même situation. Si on cherche à y aller pour savoir ce qui s'y passe, on ne pourra jamais faire demi-tour et revenir à Rangoon. C'est sans issue. Les voix qui s'élèvent pour dénoncer cette situation sont presque aussi rares que celles qui s'élevaient contre les militaires aux heures noires de la dictature. Mais il y en a. Le célèbre dissident Ugambira s'est mis à dos sa propre communauté en défendant les Rohingyas, alors qu'Aung San Suu Kyi elle-même a choisi de garder le silence. Il est clair que le gouvernement est derrière tous ces troubles. Il divise pour mieux régner, comme d'habitude. C'est la stratégie du pouvoir pour contenir notre démocratie naissante. Le problème aujourd'hui, c'est que la présence de l'opposition au Parlement légitime totalement ce nettoyage ethnique organisé et perpétré par l'État. Les Rohingyas appartiennent à l'une des minorités les plus persécutées de la planète, à cause de la haine aveugle, l'indifférence ou le silence. Et les enfants Rohingyas qui naissent aujourd'hui ou qui naîtront demain sont sans patrie ni avenir. Malala Yousafzai dit avoir le cœur brisé face aux souffrances de la minorité musulmane de Birmanie. La jeune prix Nobel de la paix critique ouvertement Aung San Suu Kyi, qui est à la tête du gouvernement birman. Aung San Suu Kyi silencieuse face à la répression de ces derniers jours qui a fait 400 morts et des dizaines de milliers de réfugiés. Le récit de Sophie Goldstein. Cela arrive par la mer, par familles entières. Des musulmans Rohingyas qui fuient l'État Rakhine en Birmanie voisine. 37 000 sont arrivés au Bangladesh en une seule journée, près de 124 000 depuis les violences du 25 août. 400 000 Rohingyas s'y trouvent déjà pour avoir fui les précédentes violences et plusieurs dizaines de milliers d'autres attendent à la frontière. C'était une épreuve de devoir marcher enceinte. J'ai finalement accouché dans un champ avec la peur de la violence tout autour. J'ai tout perdu. Ils ont brûlé nos maisons et nous avons fui. La situation de ces réfugiés, victimes d'une répression accrue de l'armée birmane depuis l'attaque menée par des rebelles armés Rohingyas il y a 2 semaines, émeut particulièrement en Indonésie, premier pays musulman au monde. À Jakarta, on conspue le terroriste Ashin Wiratu, le moine bouddhiste birman aux sermons islamophobes. Le président Widodo en personne a regretté et condamné les violences dans l'état de Rakhine. Mais Aung San Suu Kyi, ici avec la chef de la diplomatie indonésienne, maintient le silence. L'appel de la jeune Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix comme elle, l'invitant à condamner le traitement honteux des Rohingyas, n'y a rien fait.
Un silence assourdissant de l'ancienne dissidente, aujourd'hui officiellement conseillère du président birman. C'est l'armée qui a la main, affirme le représentant d'une organisation de défense des droits de l'homme en Birmanie, basée à Londres. Ce n'est pas Aung San Suu Kyi, c'est le chef des armées qui peut tout arrêter. Un ordre de sa part suffirait, mais il ne le fera pas. C'est pourquoi il faut que la communauté internationale se focalise sur lui plutôt que sur elle. En attendant, les réfugiés Rohingyas au Bangladesh n'ont pas de quoi se réjouir. C'est ici, dans cette île déserte, que les autorités veulent les envoyer. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Ce n'est pas la première fois qu'une prix Nobel de la paix interpelle Aung San Suu Kyi sur cette question précise des Rohingyas. Oui, et pas n'importe lequel. En 2012, le Dalai Lama, qui non seulement est un prix Nobel, mais aussi une des figures du bouddhisme, donc de la même religion que professe Aung San Suu Kyi, il lui avait fait une lettre publique d'un temps totalement inhabituel de la part d'une figure comme le Dalai Lama, qui est tout en avec un discours bien mesuré. Il avait exhorté publiquement à mettre fin ou à tout le moins dénoncer moralement les souffrances que subissaient ses compatriotes Rohingyas. Il lui avait même laissé entendre que si elle ne faisait rien, son silence pouvait être interprété, à tort ou à raison, comme une forme de complicité passive. Et donc, tout Dalai Lama qu'il était, elle ne lui a jamais répondu. Et il y a un homme, Slimane, qui incarne cette répression historique contre cette minorité des Rohingyas. On l'a vu à l'image. Qui est-il au juste ? Alors, c'est un gourou d'extrême droite qui dirige une association qui s'appelle l'Association pour la protection de la race, rien que ça. Et c'est une sorte de croisée, car il ne s'agit pas seulement d'une poussée de xénophobie racialiste. Il y a une véritable croisade bouddhiste idéologique avec un vrai théoricien, et ce théoricien s'appelle Ashin Viratu, que la presse américaine avait comparé à une sorte de Ben Laden birman, et c'est lui qui a construit toute une théorie selon laquelle la présence de ces musulmans, qui sont selon lui des aliens, qui sont inintégrables, sont une menace pour l'intégrité nationale du peuple, et les accuse même de cannibalisme. Et ce théoricien est très influent, bien qu'il ait été dénoncé, il faut le rappeler, il a été dénoncé par la haute hiérarchie bouddhique comme étant en infraction totale avec l'esprit du bouddhisme. Il n'empêche, il est soutenu par l'armée, il y a un courant populaire qui est derrière lui et qui le galvanise, et surtout, il n'a jamais été dénoncé par Aung San Suu Kyi. Voilà pour ce décryptage. Merci Slimane. Les violences exercées en Birmanie contre la minorité musulmane des Rohingyas se sont terriblement aggravées ces dernières semaines, faisant des milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés, selon le rapport le plus récent des Nations Unies. La dernière opération des forces de sécurité à l'encontre de cette minorité musulmane a été lancée en octobre dernier dans l'état de Rakhine, entraînant son lot de tortures, de disparitions, d'assassinats de civils, de viols et d'incendies de villages entiers. Le rapport témoigne du fait que le régime israélien est l'un des fournisseurs d'armes et de munitions à l'armée birmane. Le journal israélien Haaretz l'a récemment révélé. Le général Mong, numéro 2 de la junte militaire du Myanmar, a visité Israël en septembre 2015, tout comme les autres dirigeants de la junte qui se sont rendus en Israël pour faire un plan d'achat auprès des industries israéliennes de sécurité. La nouvelle a provoqué une vaste protestation qui a été d'ailleurs dénoncée par les autorités israéliennes. Israël défend la vente d'armes au Myanmar qui se fait en suivant la politique européenne et américaine concernant la vente d'armes à ce pays asiatique. Les groupes de défense des droits de l'homme ont critiqué Israël qui continue à vendre des armes à la junte du Myanmar alors que les actes de violence se poursuivent contre les musulmans Rohingyas. Plus de 100 tanks ainsi que des navires et des armes légères ont été vendus au gouvernement du Myanmar par des entreprises d'armement israéliennes, ont révélé des enquêtes menées par plusieurs groupes de défense des droits de l'homme. Un embargo des États-Unis et de l'Union européenne interdit la vente d'armes au Myanmar qui a été dirigé par des militaires. Dans le massacre des musulmans Rohingyas, il faudrait évoquer également le rôle du Conseil de l'Atlantique Nord, CAN, principal planificateur de l'approche de l'expansion de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, vers l'Est.
En effet, le massacre des musulmans du Myanmar est un prélude pour déclencher une guerre entre les bouddhistes et les musulmans et baliser le terrain favorable à la présence des terroristes dans cette région pour que le Conseil de l'Atlantique Nord puisse y pénétrer sous prétexte de la lutte contre les attaques terroristes. Au retour au plateau de l'émission du débat, merci de votre fidélité pour cette émission. Nous sommes en ligne par Skype depuis Toulouse avec monsieur le professeur Pierre Dortiguier, analyste politique, et par téléphone depuis Stockholm avec monsieur Ahmed Rami, directeur de Radio Islam en Suède. Je vous propose tout de suite de rejoindre à Toulouse le professeur Pierre Dortiguier. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour monsieur Condabandé, bonjour à tous nos auditeurs et à notre cher Ahmed Rami. Merci infiniment d'être en ligne avec nous, monsieur le professeur. Alors, la situation humanitaire en Birmanie reste préoccupante. L'exode forcé des musulmans Rohingyas vers le Bangladesh qui a déjà dépassé les 300 000 personnes. Et face à justement cette catastrophe humanitaire, en pleine répression des Rohingyas, alors une nouvelle révélation, Israël continue de vendre des armes au régime de Rangoon. Pour certains analystes, M. Dortiguier, ces rapports d'Israël avec la Birmanie reflètent l'occupation israélienne de la Palestine. Qu'en pensez-vous? Oui, en effet, cela est dit, cela est juste. Il y a eu une discussion en Israël ces temps-ci, dont fait état le journal Haaretz que vous citez. Il y a une partie de l'opinion, celle des légistes et autres, qu'on pourrait appeler les sionistes de gauche. Même dans un corps, il y a le pied droit et le pied gauche. Eh bien, c'est le pied gauche qui maintenant se dresse contre ce qu'il appelle les violences en Birmanie. Les violences, donc, exercées contre les musulmans. D'autre part, le gouvernement, en effet, se défend, c'est ce qu'a dit Lieberman, de vendre des armes en fonction, disons, comme le font les États-Unis, comme le font les autres pays, quels que soient les embargos déclarés. Ce que je constate, et votre commentateur l'a très bien dit à la fin, je me permets de le souligner, ce que cherche Israël, ce que cherchent donc ces bellicistes, c'est d'ouvrir un conflit en Birmanie pour pénétrer en Birmanie. Alors, ils ont comme une tenaille, il y a deux pinces. D'une part, ils ont dans leurs mains le gouvernement, qu'on dit d'ailleurs aujourd'hui démocrate, puisque ce gouvernement a remplacé, soi-disant, des dictateurs qui, pendant des années, ont empêché, en grande partie, les étrangers de pénétrer en Birmanie, réservant la Birmanie aux Japonais et aux Chinois. Or, aujourd'hui, il y a de très grandes richesses découvertes en Birmanie, sur des perles, il y a des matériaux stratégiques, et je crois que autant le gouvernement birman, par sa répression, bien sûr, a de violence, mais de l'autre côté, vous avez aussi, disons, venant de l'Arabie Saoudite et d'autres, des éléments qui ont dressé également la population musulmane, qui n'est pas réellement une minorité birmane, il faut le dire. Ce sont des personnes qui ont été amenées par les Anglais au siècle dernier, voyez, qui viennent du Bangladesh. De ce point de vue, le gouvernement birman a raison, bien sûr. Ce sont des étrangers, si je puis dire. Ce sont des apatrides, parce qu'ils reconnaissent, les Birmans disent que leur patrie est le Bangladesh. Et ces gens-là, je le signale pour la vérité, bien sûr, ont été toujours au service de l'administration britannique, dans les administrations et dans les armées. Et je signale des restes, comme je le disais hier à une de vos collègues iranienne, journaliste, que lorsqu'il y a eu la fameuse bataille en 1918 contre les Kashgai et autres près de Shiraz, c'est un des régiments birmans composés de ces gens-là qui a conduit la répression avec le fameux Sykes. Eh bien, aujourd'hui, donc, on cherche à faire exploser. Quand vous m'interrogez, M. Condabandé, il y a quelque temps, vous signaliez avec raison que la presse occidentale ne parlait pas des Rohingyas. Maintenant, toute la presse en parle. Pourquoi? Parce que le temps est mûr pour une intervention, justement, de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire de l'équivalent de l'Atlantique Nord dans le sud-est asiatique. Ce que l'on veut, c'est précisément, disons, occuper la Birmanie, et je crois qu'ils arriveront à leur dessein. Et comme toujours, le sionisme est à la fois un instrument de cette politique et certainement, à notre avis, la tête, le cerveau de cette politique. Merci infiniment, monsieur le professeur. Restez avec nous, s'il vous plaît. Nous sommes également en ligne par téléphone depuis Stockholm avec Ahmed Rami, directeur de Radio Islam en Suède. Monsieur Rami, bonjour et merci d'être en ligne avec nous. Bonjour. Et monsieur bonjour, monsieur merci beaucoup. Aussi, notre ami.
Monsieur Rami, alors le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a tiré la sonnette d'alarme aujourd'hui même. Ce qui se passe actuellement en Birmanie, alors, est un nettoyage ethnique, le génocide au sens vrai du terme. Et justement, dans ces conditions, alors Israël, par son propre bilan en matière de violence et de terreur contre le peuple palestinien, apporte justement son assistance, contribue en quelque sorte à ce génocide. Pourquoi aujourd'hui, M. Rami, Israël reste le principal fournisseur d'armes et d'équipements militaires de la Birmanie? Il faut mettre tout cela dans son contexte général, car la politique et la propagande et le pouvoir sioniste en Occident fait tout ce qu'il peut pour transformer ses ennemis, c'est-à-dire ses victimes, les musulmans, qui est symbolisé par les Palestiniens, en ennemis, pas seulement d'Israël et de l'occupation juive, mais en faire, avec la propagande maintenant, c'est-à-dire faire des musulmans partout, une menace, un ennemi contre toute l'humanité, c'est-à-dire ce qu'ils appellent l'Occident, contre l'Occident aussi, c'est-à-dire que maintenant, tout ce qui est ennemi d'Israël devient ennemi de l'Occident. Dans la propagande actuelle, on a diabolisé l'islam et la propagande de Myanmar en Birmanie contre les musulmans, c'est que les musulmans constituent en Birmanie un danger contre la Birmanie. Exactement ce qu'on dit aussi maintenant, ce qu'on avance en Occident, partout, en Palestine, c'est-à-dire que les musulmans doivent disparaître, doivent être exterminés en général si on pousse cette logique. Et c'est pour ça que, mais pour exterminer les musulmans, il faut les affaiblir. Il ne faut pas que les musulmans aient les moyens de se défendre. C'est pour ça, par exemple, quand Israël a l'arme atomique, les bombes atomiques, eh ben, il pleure sur la possibilité que l'Iran peut aussi, c'est-à-dire le danger que l'Iran ait les moyens de se défendre, même par l'arme atomique, qu'il n'a pas, il n'a même pas le programme de le faire. Mais les sionistes concentrent tout sur le danger de l'Iran. Et on a donc aussi transformé les États-Unis en un instrument d'Israël qui considère maintenant aussi que l'Iran est en danger contre les États-Unis parce que c'est un danger contre Israël. Donc en réalité, Israël, le point essentiel israélien, c'est que les musulmans, pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Ou bien Israël vit, ou bien les musulmans vivent. C'est-à-dire pour Israël, il ne peut pas y avoir l'islam, c'est-à-dire les Palestiniens, l'État palestinien par exemple, et Israël. Donc, ou bien Israël, ou bien les musulmans. C'est pour ça qu'on veut maintenant affaiblir le monde musulman, exterminer les musulmans. C'est ça la logique, en réalité, qui se cache derrière toute cette propagande. On veut exterminer les musulmans. Mais pour faire passer cette idée, pour la faire accepter aux Occidentaux qui ont le pouvoir aujourd'hui international, il faut donc diaboliser les musulmans et en faire comme on a l'image qu'on veut donner maintenant. C'est pour ça qu'Israël aide le régime qui est en train de commettre un génocide contre les musulmans. Merci, M. Rami. Et la cause est c'est-à-dire la propagande présente les musulmans en Birmanie, il faut le dire aussi, que c'est un danger. En fait, maintenant, tous les États dans le monde entier, oui. Restez avec nous, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Dortiguier, donc, alors, si aujourd'hui le régime de Tel Aviv aide la Birmanie à exterminer, comme disait M. Rami, la population musulmane, c'est que, alors, des deux côtés, il y a justement alors cette volonté de commettre ce génocide, cet objectif commun, en effet, d'exterminer la population musulmane en Palestine occupée, alors les Palestiniens, les musulmans palestiniens, et en Birmanie, les musulmans Rohingyas, qui sont considérés aujourd'hui, selon les Nations Unies même, comme la population la plus persécutée du monde. Oui, en effet.
cette équation dont parle Ahmed Rami est tout à fait exacte. Nous la vivons même ici en Occident, puisque même ceux qui veulent aujourd'hui, par exemple, défendre la patrie française, la nation française, maintenant font cause commune avec les sionistes, car ils disent que c'est la présence des musulmans en France qui cause le désordre. Et il y a même une politique, disons, sioniste, de vouloir même introduire des éléments au sein de la population française pour faire haïr l'islam et donc pour pouvoir, disons, trouver des alliés au sein de leurs propres victimes, que sont les Français, voyez-vous. Ça, c'est un jeu diabolique, un jeu extrêmement fin, et je crois que, en effet, ils ont pu, à notre avis, je ne comprends pas une chose, c'est une question que je voudrais poser ouvertement, comment se fait-il que, pendant des générations, disons, on n'a pas entendu, depuis la fin de la guerre, des échos de génocide en Birmanie, et qu'il faille attendre maintenant pour que justement des mouvements se dessinent en Birmanie, c'est-à-dire qu'il y ait d'une part une constitution d'armée dite des Rohingyas, enfin, qui porte notre nom, et de l'autre part, disons, des répressions. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un chef d'orchestre qui, à un moment donné, décide de jouer telle partition, voyez-vous. Et je crois qu'il faut éclairer, en effet, cette question-là. Parce que j'ai vu ça dans la presse sioniste, en lisant attentivement à Haaretz, il y a, disons, deux langages. D'une part, le journal qui se dit de gauche présente, en le critiquant, son gouvernement comme étant un marchand d'armes, etc. D'autre part, il présente une opinion publique sioniste qui est pourtant insensible au sort des Palestiniens, mais maintenant devient sensible au sort des Rohingyas. Alors, ce qu'ils veulent en réalité, c'est qu'il y ait véritablement la continuation de la guerre en Birmanie. C'est-à-dire, on veut que la guerre éclate, voyez-vous. Pendant un certain temps, comme je vous l'ai dit, tout le monde s'est tu. Maintenant, on veut intervenir, voyez-vous. Et dans l'intervention, on dira, voyez, partout où il y a des musulmans, il faut qu'il y ait une intervention armée internationale. Donc, on dira, de la même façon comme le dirait Ahmed, s'il y a au Proche-Orient, au Moyen-Orient, des événements de la sorte, des répressions dans la bande de Gaza et en Palestine, dans le reste de la Palestine, il faut aussi que les Nations Unies, disons, les armées, qu'il y ait une internationalisation du conflit. Car ce que cherche Israël, puisque c'est le point de départ de notre discussion, c'est justement être soutenu par une force internationale. Et d'ailleurs, son but pour lui, c'est de diriger cette force. Il ne vise pas, comme le disait Ahmed autrefois, il ne vise pas à rester en Palestine, il vise à commander, à diriger, à contrôler les forces mondiales. Merci. Merci. Merci infiniment, Monsieur d'Orteguière. Restez avec nous. Alors, Monsieur Rami, donc, à l'intérieur même d'Israël, il y a, comme disait Monsieur le professeur d'Orteguière, des divergences de vues pour certains. Il s'agit là, ces ventes d'armes, il s'agit des ventes d'armes clairement diplomatiques. Pour certains autres, Israël, en fournissant des armes à la Birmanie, reste ce marchand d'armes qui collabore avec la France, avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne et bien d'autres pays. Est-ce que derrière tout cela, il n'y a pas un projet, un scénario bien organisé de déplacer, de transposer en quelque sorte le conflit, en effet, la zone du conflit dans ce pays du sud-est d'Asie? D'abord, il n'y a pas de divergence au sein de l'entité sioniste. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a seulement une division ils divisent les rôles, ils partagent les rôles. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, même chez nous, même en Palestine, dans les autres pays musulmans, c'est en même temps Israël qui crée Daesh, les États-Unis et les ennemis et les marionnettes d'Israël qui créent Daesh, vous voyez, pour justement diaboliser les musulmans et pour exterminer les musulmans. Ils jettent cet animal qui s'appelle Daesh en Syrie pour bombarder la Syrie, pour détruire la Syrie. Mais en fait, ce sont eux-mêmes qui... Et donc, au sein même d'Israël, du Mossad, il y a des agents qui s'infiltrent au sein de Daesh et d'autres qui s'infiltrent, qui dominent aussi les médias politiquement, les gouvernements locaux, les gouvernements que ce soit chez nous ou les gouvernements occidentaux. Donc, tout cela, ce sont des partages de rôles diaboliques entre sionistes. Mais le résultat est le même. C'est que on veut diaboliser
l'islam et les musulmans et justifier un plan, une volonté d'extermination de l'islam et des musulmans et de leur existence même. Comme j'ai dit, pour Israël, leur lutte entre les musulmans, entre le sionisme, ils considèrent que l'islam est le danger numéro 1 contre l'occupation juive en Palestine. Donc pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Hein. Et alors, les musulmans donc sont obligés aussi de répondre à ça et de dire, pour nous aussi, la question du sionisme, c'est une question de vie ou de mort. Ou bien l'occupation juive vive et nous mourons, ou bien la résistance, le droit vaincre et gagner. Merci, M. Rami. Pour la justice. Et le sionisme doit disparaître. Donc, c'est une logique entre nous et le sionisme, c'est une logique de vie ou de mort. Ça, c'est imposé. Merci, M. Rami. Alors, il nous reste très peu de temps. Alors, Monsieur Dortiguier, très rapidement, s'il vous plaît, sur ce sommet, justement, de l'Organisation de la coopération islamique, hier à Astana, qui a appelé à une enquête internationale indépendante sur la situation humanitaire en Birmanie. Pourquoi la Birmanie s'y refuse et puis en quoi cela pourrait aider justement les musulmans Rohingyas? La Birmanie le refuse, car comme l'a dit l'ancien prix Nobel de la paix, vous savez, Mme Santokhi, ce que vous savez de la Birmanie, c'est comme un iceberg. Vous ne voyez que la partie émergée, vous ne voyez pas le fond. Alors je crois que ce que craint la Birmanie, fondamentalement, et toujours le pays la craint, c'est une intervention étrangère. Et malheureusement, la Birmanie sera obligée d'ouvrir ses portes à cette intervention. Et c'est là la réponse à votre question. Il y a véritablement un déplacement aujourd'hui vers l'Orient de la stratégie. Car je dirais que la Birmanie est un point stratégique, je répète, qui est fermé aux étrangers pendant de très nombreuses années. Autrefois, on avait un visa que pour 8 jours pour aller visiter la Birmanie. Maintenant, disons, à l'occasion de ces heurts entre la population birmane et le gouvernement birman et la minorité musulmane du Nord, voyez-vous, eh bien, là, la porte est ouverte. Et malheureusement, je crois que nous allons, quel que soit ce qu'a dit l'OCI à Astana, nous allons quand même faire cet affrontement. Sous des couverts humanitaires. Vous savez, la guerre de Syrie, elle s'est faite aussi avec des larmes versées par les humanitaires. Et finalement, c'est le sang qui a été versé. Et malheureusement, je crois que le sang sera versé en Birmanie. Merci infiniment, Monsieur le professeur Dortiguier. Une toute dernière question à Monsieur Rami. Monsieur Rami, est-ce que cet appel lancé par l'OCI hier à Astana pour l'ouverture d'une enquête indépendante sur la situation en Birmanie pourrait se traduire par une réaction substantielle à cette catastrophe humanitaire? Je crois que le monde musulman doit s'unir, s'organiser et ne pas pleurnicher. Parce qu'aujourd'hui, c'est le langage et la loi de la jungle. C'est-à-dire le monde musulman doit être fort, doit exister. Maintenant, tel qu'il est, puisqu'il n'est pas organisé, il n'existe pas. Donc, ce que toutes les conférences font maintenant, il ne font que pleurnicher et pleurer. Mais ces pleurnichants, c'est-à-dire quand ils pleurent seulement, ça n'aura aucun effet. Ce qui va se passer en Birmanie contre les musulmans va continuer et ne s'arrêter que par s'il y a une autre stratégie sioniste. Mais donc aujourd'hui, le monde musulman, en réalité, car il n'est pas organisé, il n'est pas uni, et n'existe pas. Voilà.